Par leur travail, leur créativité et leur sens d'initiative, les femmes d'Afrique se sont aujourd'hui imposées dans la société comme des actrices incontournables. Les entreprises créées par elles sont généralement classées dans le secteur informel, qui constitue un mode de production propre aux pays du tiers-monde. Mais comment financent-elles leurs initiatives et comment l'entrepreneuriat peut-il concourir à améliorer le statut des femmes? Vous trouverez des éléments de réponse dans un reportage que vous proposera la rédaction de Paroles des femmes. À la fois chef d'entreprise, experte en développement de projets, conseillère financière, lobbying et accompagnement des investisseurs, Dorcas Daniels est une femme entrepreneur à part entière. Sa mission est de comprendre les problématiques de ses clients, analyser les contraintes de l'environnement concurrentiel, ainsi que les différentes ressources techniques humaines et financières, pour enfin leur proposer des solutions adaptées afin d'atteindre leurs objectifs. Elle nous en parlera dans la rubrique rencontre. Et pour terminer, nous respecterons notre tradition en ouvrant, comme à l'accoutumée, le portail de l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Paroles des femmes. Ce soir, nous parlerons femmes et esprit d'entreprise en compagnie de Dorcas Daniels, chef d'entreprise. Elle est également, s'il faut vous le signaler, experte en développement de projets, conseillère financière, lobbying et accompagnement des investisseurs, autant d'engagements qui font d'elle une véritable femme d'entrepreneur. Notre invitée reviendra sur son parcours professionnel et ensemble avec elle, nous parlerons de cet esprit d'entreprise au féminin qui est encouragé. Ce sera tout à l'heure, juste après ce reportage. Regardez. Il est généralement admis que les femmes, parce que mères de famille, sont naturellement portées à entreprendre pour la survie de toute la famille. Et c'est cela qui fait entre autres la spécificité de l'entrepreneuriat féminin qui se caractérise par des modes de financement particuliers. En effet, les femmes sont de plus en plus nombreuses à assurer l'entretien de plusieurs autres personnes. Comme l'ont confirmé certaines études, la taille de ménage a plus augmenté pour les ménages dirigés par des femmes. Dans beaucoup de domaines, ce sont souvent les contributions des femmes qui permettent à la famille de vivre dans des conditions décentes. Le développement des micro-entreprises est particulièrement important pour les femmes car elles y trouvent les revenus additionnels dont elles ont cruellement besoin pour assurer la survie de leur famille et de leurs enfants. De plus, cette montée de l'entrepreneuriat féminin participe à ce vaste mouvement de l'innovation et de l'initiative qui permet de diversifier les profits des entrepreneurs et d'inscrire ces créations d'activités dans le cadre de l'ajustement structurel continu des économies locales. Les femmes dirigent désormais un tiers de toutes les entreprises de l'économie formelle à travers le monde. Cependant, la majorité de celles qui opèrent dans les économies en développement et de transition sont des très petites ou de micro-entreprises au potentiel de croissance limité. Au-delà de la sous-représentation des femmes dans les entreprises de toutes les tailles, plus l'entreprise est grande, moins elle est susceptible d'être dirigée par une femme. La suppression des barrières telles que les lois discriminatoires en matière de propriété et d'héritage, les lois coutumières, le manque d'accès aux institutions financières formelles et les contraintes de temps dues aux responsabilités familiales et domestiques pourraient offrir davantage de possibilités de croissance aux entreprises durables dirigées par des femmes. Cela contribuerait ainsi à l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes, ainsi qu'à la création d'emplois. Merci à vous de nous rejoindre dans la deuxième partie de ce Parole des femmes consacrée, vous le savez, à la rubrique rencontre. Et ce soir, comme nous l'avions annoncé, nous parlons femmes et esprit d'entreprise en compagnie de Dorcas Daniels. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Oh, merci, c'est un plaisir. Comment allez-vous? Je vais très bien, toujours bien, positif, toujours. Ok, c'est très bien. C'est vrai que les termes ne manquent pas lorsque l'on décrit les femmes qui entreprennent. On dit qu'elles sont audacieuses, elles sont pionnières, elles sont optimistes. Mieux, elles sont organisées. Quels sont les atouts qui vous décrivent, vous, s'il faut en parler? Wow, ça c'est une très belle question.
à l'introduction, bien sûr, de notre échange. C'est vrai qu'il y a cette chose importante que nous devrions toujours savoir au sujet de l'entrepreneuriat et de la femme. En fait, en réalité, si on veut parler de l'entrepreneuriat, ça vient du verbe entreprendre. Et s'il y a le verbe entreprendre, c'est-à-dire on entreprend pour un but. Et si vous remarquez très bien, à la base de l'entrepreneuriat, il y a le besoin qui existe. Parce que si le besoin n'existait pas dans la vie d'un homme, personne ne rechercherait des solutions pour satisfaire ses besoins. Et ces besoins sont logés dans l'environnement qui nous entoure. C'est à l'interne comme à l'extérieur. Alors, la recherche de la satisfaction de besoins, c'est ça même l'entrepreneuriat. Donc, c'est-à-dire c'est l'ensemble de solutions que l'homme met en œuvre pour pouvoir créer de la richesse. On crée de la richesse pour répondre aux besoins, soit le besoin alimentaire, le besoin de logement, le besoin d'autosuffisance, le besoin d'épanouissement de soi, donc selon l'échelle de Maslow. Donc, c'est de là que vient comment on appelle le concept de l'entrepreneuriat. Donc, c'est-à-dire l'entrepreneuriat a été... celui qui a même été le premier entrepreneur, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui est notre créateur. C'est-à-dire, il a observé le monde, il a trouvé qu'il y avait un chaos. C'est-à-dire, la première chose dans l'entrepreneuriat, c'est l'observation. C'est-à-dire, on doit être en mesure d'observer son environnement. Et en observant, on identifie. Et en identifiant, on réfléchit. Et en réfléchissant, on crée. Et cela nécessite effectivement de l'audace. Si on n'a pas de l'audace, il est difficile d'entreprendre. Parce que ça demande du courage. Parce que quelqu'un peut avoir une idée dans la tête, peut avoir observé, peut avoir réfléchi, mais n'a pas le courage de commencer. Et ça, c'est un vrai problème qu'il faudrait régler. Et c'est la raison pour laquelle il faut des motivateurs. Et je vois qu'actuellement, il y a beaucoup de motivateurs qui se présentent comme étant des coachs, des mentors, pour effectivement aider ceux qui ont des idées, ceux qui ont développé des projets, à pouvoir commencer. Et je sais qu'une autre contrainte dans l'entrepreneuriat, c'est le côté financier. Beaucoup de gens, ils se disent « Ah tiens, je ne peux pas entreprendre parce que je n'ai pas de moyens. » Mais moi, je dirais non, ce n'est pas l'argent qui est le soubassement de l'entrepreneuriat, c'est d'abord les idées. Parce que personne ne vous arrêtera de réfléchir. N'est-ce pas? Lorsque vous avez observé, personne ne vous empêche de réfléchir. Réfléchir, ça ne demande pas de l'argent. Parce que, comment je peux dire, ce sont des valeurs qui vous ont été données par le Créateur. Absolument. Donc, ce qu'il faut faire en ces moments-là, une fois qu'on a observé, il faut passer à la deuxième phase d'observation. C'est-à-dire, s'il y a un besoin qui existe, c'est qu'il y a quelque part de solutions. Et c'est là où, aujourd'hui, de plus en plus, nous sortons du concept d'entrepreneuriat individuel à l'entrepreneuriat associatif. Donc, c'est-à-dire, je peux avoir de l'intelligence, je peux avoir une idée, mais manquer de l'argent, et avoir quelqu'un qui a le moyen, mais qui n'a pas des idées pour mettre cet argent, n'est-ce pas, en transformation, pour que ça puisse produire. Donc, de plus en plus, il y a cette ouverture d'entrepreneuriat associatif et qui font que les gens se mettent ensemble sous forme de coopérative avant de réaliser un objectif précis. Parce qu'en fait, l'idée de coopérative est venue du fait qu'il y a de biens ou bien il y a de moyens qui sont dispersés et qu'il y a un besoin qui est imminent, qui coûte, dont individuellement on est incapable de pouvoir satisfaire ce besoin, mais si on se met ensemble, on peut atteindre cet objectif. Mais bien sûr, comme on le dit très souvent, l'union fait la force. Justement, d'ailleurs, d'où vient le mot entreprise? Entreprise, c'est une association de personnes qui se mettent ensemble pour réaliser un but bien précis. Voilà. Alors, s'il faut parler ou reparler de vous, vous êtes chef d'entreprise. Tout à l'heure, là, on l'a dit dans le sommaire. Également, vous êtes cette experte en développement de projet, conseillère financière, lobbying et accompagnement des investisseurs,
autant d'engagement qui font de vous, une véritable femme entrepreneur. D'où tirez-vous la force de faire tout ça? Entreprendre, est-ce une évidence pour vous? En fait, je voudrais, avant de répondre sur la source, n'est-ce pas, de cette force ou de cette détermination à pouvoir entreprendre, j'aimerais revenir à, puisque vous voulez que je parle de moi. Bien sûr. En fait, j'ai une très longue carrière. Ouais. J'ai une très grande expérience. L'expérience et l'expertise que j'ai acquise. Quand je parle d'expertise, c'est dans l'exercice de mes fonctions au sein des entreprises, mais également les formations que j'ai eu à avoir pendant que je travaillais ou pendant que j'ai été à l'université. Parce qu'il faut dire que lorsqu'on sort de l'université, on est un produit brut qu'il faut raffiner. N'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire quand on sort, c'est un peu comme dans la médecine, vous êtes médecin, on dit généraliste, et après, il faut vous spécialiser. Absolument. Voilà, donc à la sortie de l'université, qui a été un parcours assez controversé, pour la simple raison que nous sommes de cette génération qui ont connu des fermetures des années 90. Ouais. Voilà. Et puis non seulement ça, et la situation du pays n'étant pas stable à l'époque, donc on a eu 2 années qui s'est prolongée sur 1 année, 2 ans, et au fin de compte, on a passé presque 12 ans à l'université. Bref, il y avait d'autres contraintes financières qui faisaient qu'on ne pouvait pas arriver à passer soit les examens parce qu'on n'avait pas le moyen financier et qu'il fallait aller travailler et trouver le moyen pour venir. Donc ça a été de grands défis, des grands challenges de la vie, mais cela ne nous a pas empêchés de pouvoir continuer parce qu'on avait un objectif. Un objectif, c'était d'avoir une qualité de vie améliorée. Un objectif, c'était d'atteindre un niveau qu'on s'était fixé alors qu'on était étudiant. Alors, pour ne parler que de ma petite expérience, je suis passée. Il faut dire que je commençais à travailler trop jeune. Trop jeune d'abord j'étais entrepreneur alors que j'étais élève. Oui, j'ai commencé à entreprendre parce que j'étais élève, parce que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je n'ai jamais cherché à comprendre, mais je m'étais retrouvée dans des situations où je n'étais pas en mesure, on n'était pas en mesure de payer mes études. Okay. Alors j'ai commencé déjà à me débrouiller trop jeune, à vendre, au coin de la rue pour pouvoir me trouver de quoi subvenir aux petits besoins. Et c'est comme ça, quand j'ai eu mon diplôme d'État, aussitôt j'ai commencé à aller chercher pour travailler comme étant hôtesse dans de stands à la foire pour essayer d'obtenir de quoi subvenir à mes études universitaires. Ça a été un parcours très difficile, un gros défi, mais je suis fière aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ces petites expériences accumulées m'ont accordé une certaine expertise, de pouvoir aborder certaines questions de la société sans difficulté. Et dès que j'ai eu mon diplôme de licence, aussitôt j'ai été recrutée par un projet de la coopération technique allemande où j'étais comme étant d'abord consultant. Donc je devais travailler pendant 6 mois pour mettre sur pied, n'est-ce pas, des structures comment je fais dans les secteurs de microfinance, des structures, des institutions de microcrédit. Et on devait faire, c'était un projet de lutte contre la pauvreté. Alors, de ces projets-là, j'ai été débauchée. Au bout de 2 ans de la phase expérimentale du projet, qui s'est achevée avec un succès, donc j'ai reçu une offre d'une banque. Donc, je vais shifter de ces projets de microfinance, je vais entrer à la banque. Et pour la petite histoire, je me suis retrouvée à la banque parce qu'à l'époque, dans mes aventures de chercher du travail, j'ai tellement fait de tests par-ci, par-là, et que lorsque la banque cherchait quelqu'un, un comptable, quelqu'un qui avait l'expérience dans les domaines financiers, parce que j'ai fait les études financières, donc on va aller chercher et on va trouver mon CV. Et on va m'inviter. Et je me rappelle, ce jour-là, je sortais de l'ambassade des États-Unis pour prendre un visa pour aller à une conférence aux États-Unis. On m'a dit non. Pour moi, c'était un échec. Mais à la sortie de l'ambassade, je reçois un coup de fil. C'est la banque qui m'appelle. Ça a été le coup de la vie. Donc, je parle de coup positif. Et l'ironie du sort, c'est que cette même banque, il y a quelques années, je suis passée par là. J'étais avec un ami, je lui ai dit, vous voyez cette banque, je travaillerai ici. Ah bon? Ah oui. Vous l'avez dit par hasard ou c'était... J'ai dit avec conviction, parce que je voulais faire une carrière bancaire. Et c'est la même banque qui va... C'est pour vous dire que lorsque il y a... en tant que... Je suis aussi pasteur, en fait. Hein, bien sûr, oui. Lorsqu'on entre dans la dimension de la foi,
Donc, c'est-à-dire, la divinité, comme on dit. Voilà, justement, il y a une force dans ce que nous déclarons. Et c'est pourquoi il faut faire attention. Voilà. Quand on est négatif, et on aura des choses négatives qui vous arrivent. Lorsque vous êtes positif, il y aura des choses positives qui vont vous arriver. Donc, je vais rentrer dans cette banque, mon Dieu, avec beaucoup de challenges. Une banque où c'est vrai que j'avais une formation en anglais, mais il y avait beaucoup de défis. Il fallait relever la banque qui était en faillite déjà, sans capital, avec de dettes. Donc, il fallait absolument restructurer. Et par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à régler le problème de la banque, notamment à réduire la pression, n'est-ce pas, la pression du crédit, la pression des engagements de la banque, et également à organiser le département financier de cette banque et surtout le contrôle financier. Et cela nous a valu vraiment de mérite. Et de la banque, je vais démissionner et je vais travailler comme indépendante pour 3 sociétés multinationales, comme consultante. Et quand je travaillais, et au bout de cette consultance, je vais recevoir une offre pour aller passer un concours en Belgique par un cabinet de chasseurs de têtes, Career in Africa. Donc je me suis retrouvée en Belgique et j'étais dans cette salle. Pour la première fois, j'assistais à un forum d'emploi. Donc c'est un forum où ce sont les entreprises qui viennent chercher des expertises. Et moi, avec mon diplôme de l'Université protestante du Congo ici, je me suis présentée là-bas et j'ai eu la grâce, bien sûr, de décrocher un contrat avec le groupe Millicom pour venir lancer Tigo ici en RDC. Donc j'ai dû occuper le poste de directeur marketing. Et de là, je vais faire mon parcours, je vais retourner encore dans le secteur bancaire, où je vais travailler dans une autre banque, où j'occupais pratiquement, je gérais 2 départements, le finance et le crédit. Et de cette banque, je vais être envoyée comme représentant de la banque dans un projet de réforme douanière. Et c'est lorsque j'ai fait tous ces parcours, quand le projet a pris fin, alors j'ai décidé, n'est-ce pas, de créer un cabinet conseil. En fait, c'est un travail qui me mettait toujours en contact avec l'extérieur. Donc j'ai pu comprendre qu'il y avait un problème sérieux dans l'introduction des investisseurs en République démocratique du Congo. Il y avait tellement de tracasseries, et ce qui faisait que beaucoup d'investisseurs s'est découragés et puis retournaient dans leur pays. Alors j'ai lancé un slogan, j'ai dit « Occupez-vous de vos opérations et nous gérons votre stress ». Wow. Ah oui, parce que ce n'était pas évident d'investir ici, et même jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment un vrai problème d'investir au pays. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument qu'il y ait une réforme, n'est-ce pas, au niveau de toutes les institutions et services de l'État. Il faut une vraie réforme, il faut une vraie campagne de changement de mentalité. Il faut que les gens arrivent à comprendre que s'ils travaillent, le travail va procurer, n'est-ce pas, de revenus. Et il y a beaucoup de revenus de l'État, plutôt du pays, qui est généré par le service de l'État, qui n'entrent pas dans les caisses de l'État. Et c'est ce qui explique que la corruption a atteint vraiment un niveau de paroxysme. Et nous espérons qu'avec les nouvelles institutions, les choses vont essayer de s'éclaircir un tout petit peu pour permettre à l'activité économique de redémarrer. Madame Daniels, avec un aussi beau parcours, un parcours très riche, peut-on dire que vous êtes née sous une bonne étoile? Je dirais oui. Je suis née sous une bonne étoile. Oui, c'est une grâce, en fait. C'est d'abord la grâce de Dieu. Et je ne sous-estime pas, il y a tellement d'intelligence dans ces pays, parce que personnellement, j'ai eu à rencontrer de personnes. Il y a autant de femmes qui ont fait des parcours aussi peut-être meilleurs que moi. Elles sont nombreuses. Et je pense que c'est une grâce qu'il faudrait essayer de capitaliser et d'orienter pour faire avancer les choses dans ces pays. Vous le disiez tout à l'heure en parlant ou en reparlant de votre parcours, vous avez commencé très jeune, vous étiez encore élève. Et vous pensez qu'aujourd'hui, les filles congolaises sont beaucoup plus fainéantes, c'est-à-dire qu'elles aiment la facilité? En parlant de votre expérience, c'est comme si vous vous êtes rendu compte qu'aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez vécu, ces filles sont servies sur un plateau d'or et qu'il faut peut-être essayer de réguler les choses?
Au fait, moi, je pense que c'est d'abord l'environnement et aussi l'éducation. L'éducation. Et quand je parle de ce qu'est devenue la jeune fille d'aujourd'hui, et surtout avec l'évolution technologique, moi je me rappelle, nous à l'époque, on jouait au Nzango, au Kebo, il y avait tant de jeux et qui, bien sûr, nous distrayaient, mais sans pour autant nous détacher de l'essentiel de la vie. Il faut dire qu'aujourd'hui, comme je disais, l'évolution technologique a beaucoup modifié la société. Et il est encore possible, au travers de structures comme les écoles, les églises, mais aussi des associations, des pouvoirs, des associations culturelles, de pouvoir récupérer cette jeune fille. C'est vrai que la jeune fille d'aujourd'hui est devenue très paresseuse parce qu'elle aime la facilité. Le travail est devenu un vrai problème, un vrai défi. Les gens pensent que la seule chose qu'une jeune fille a à vendre, c'est son corps, alors que Dieu a créé la femme avec un esprit, une intelligence, et que si elle est canalisée, orientée, c'est là où je dirais, par exemple, ici dans notre pays, nous avons des ministères comme le ministère de Femmes, genre et famille. Ce sont dans ces cadres qui doivent travailler sur des projets. Ils doivent travailler sur des projets pour pouvoir, même j'ajouterais même social. Je pense qu'il ne faut même pas dissocier cela. Il faudrait qu'on puisse mettre sur pied des projets qui permettent de récupérer l'instruction, mais aussi l'éducation de la jeune fille. C'est-à-dire si l'enfant n'arrive pas à avoir l'éducation auprès de la famille, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, avec l'occupation des parents, ils sont pratiquement absents de leur foyer, absents de leur maison, et les enfants évoluent à leur rythme, et puis aussi suivant le rythme des réseaux sociaux. C'est-à-dire l'apprentissage aujourd'hui ne s'est fait plus via la famille qui est la cellule de base, mais l'apprentissage s'est fait via les réseaux sociaux où les enfants apprennent des choses avec l'Internet, avec le Google. L'enfant, quand il veut apprendre sur l'éducation sexuelle, il n'a même pas besoin de demander à ses parents. Il va sur les réseaux sociaux et voilà. Donc je pense qu'il y a un grand défi pour les familles, pour les églises, pour les associations, mais aussi pour le gouvernement, parce que la jeunesse étant l'avenir de demain, c'est à nous de définir quelle est l'orientation que nous voulons donner à notre jeunesse. Je vois par exemple des pays comme la Chine a mis beaucoup de veto sur les réseaux sociaux. Donc c'est-à-dire qu'il y a certains accès qui sont interdits pour pouvoir orienter cette jeunesse vers un avenir qui pourra profiter au pays. Bien sûr, en passant par la famille et en passant par la société en général. Donc vraiment, c'est un vrai challenge. Il est maintenant de la responsabilité de chaque parent de pouvoir travailler pour que les enfants puissent devenir responsables. Voilà. Et qu'ils puissent obtenir la richesse via le travail, via l'entrepreneuriat. Et non pas en vendant son corps, mais plutôt en vendant son intelligence, en mettant à la disposition des entreprises. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde, mais j'ai défini aussi que l'entrepreneuriat, même lorsqu'on travaille dans une entreprise, on entreprend aussi. Absolument. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est une transformation, n'est-ce pas? Transformation des ressources en richesse. Si je prends mon intelligence, je mets ça à la disposition d'une entreprise, je suis en train d'entreprendre. Et si on pouvait avoir cette culture d'entrepreneuriat, même lorsqu'on travaille dans une société, c'est-à-dire je vais donner le meilleur de moi-même pour gagner plus ou pour me développer davantage. Donc c'est aussi de l'entrepreneuriat. On arrêterait de parler de travailler chez quelqu'un, mais j'entreprends pour le compte. Voilà. Effectivement, après avoir travaillé pour les autres, vous décidez d'être votre propre patron, de travailler pour votre propre compte. Aviez-vous ressenti de l'inquiétude pour réussir ce challenge? Oui, il y a un très très grand défi. Un grand défi, et c'est la raison pour laquelle parfois on est appelé, même quand on est chef de sa propre entreprise, de pouvoir travailler aussi pour d'autres structures. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas un cadre qui permet de relancer les activités entrepreneuriales. Quand je parle du cadre, c'est-à-dire il faudrait qu'il y ait une politique, n'est-ce pas, une politique
de crédit, une politique bancaire qui permet aux jeunes entrepreneurs ou à toute personne qui a de projets de pouvoir obtenir des facilités pour pouvoir relancer ses activités. Là, c'est encore une très très grande difficulté, donc ce qui fait qu'on a du mal aujourd'hui à atteindre une certaine classe moyenne pour la simple raison que même s'il faut qu'on puisse participer par exemple à certains appels d'offres qui sont publiés par le gouvernement, et c'est difficile, pourquoi? Parce qu'il y a tellement de magouilles qui se font à ces niveaux-là et que parfois on sait déjà au départ qui va gagner ces marchés-là, voilà. Donc c'est vraiment difficile. Il faut un grand travail à tous les niveaux. C'est là où je parlais de réforme à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à un niveau où on pratique la justice et l'équité dans ces pays. Donc c'est-à-dire on donne la chance à la méritocratie, c'est-à-dire à ceux qui travaillent et réellement qui présentent de qualité ou de valeur qui permet de pouvoir accéder à certains services financiers. Et ça, c'est un vrai challenge, un vrai problème. Et en parlant de valeurs, justement, lesquelles défendez-vous dans votre entreprise? Premièrement, la première valeur, moi, je parle de la justice. Vous savez, la justice élève une nation. Lorsqu'on travaille dans la justice, et quand on parle de la justice, on parle aussi de l'équité. C'est-à-dire qu'il faut un partage équitable, n'est-ce pas? Sans la justice, il est difficile. À part la justice, il y a la transparence. C'est vrai que parfois, on est tenté, lorsqu'on est entrepreneur, on est tenté parfois lorsqu'on a certaines propositions qui vous viennent, mais avec l'expérience, j'ai compris que lorsqu'on travaille dans la transparence, ça facilite même les relations avec le partenaire extérieur. La transparence, et puis aussi, comment je peux dire, il y a aussi notre valeur, c'est l'honnêteté. L'honnêteté est aussi très importante. Lorsqu'on est honnête dans ce qu'on fait, et je crois que ça augmente le crédit, ça augmente aussi la considération, ça augmente aussi le respect. Je voulais parler aussi du respect aussi. Bien sûr. Il y a le respect des obligations. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai remarqué que dans notre culture, lorsqu'on n'est pas en mesure de faire quelque chose, au lieu de dire la vérité à la personne, que voilà, je ne peux pas le faire, on prend tout, même lorsqu'on est incapable de le faire. Et moi, je pense qu'on doit être honnête avec le partenaire avec lequel on travaille. On lui présente le fait sur la table, on lui dit, voici comment les choses doivent se passer. Et j'ai remarqué aussi que même en matière de facturation, généralement, nous, les Congolais, on a la culture de nous sous-estimer. Voilà. N'est-ce pas? On se sous-estime. On s'est dit, ben, si je donne un tarif pareil, les gens ne vont pas, ils vont penser que je suis cher. Non. Moi, je pense qu'il faut être transparent lorsqu'on entreprend, expliquer à la personne la procédure. Voilà, je vais faire tel X, Y travail pour toi. Voici ce qu'il faut faire. Voici les temps que ça va prendre. Et voici ce que je facture en fonction de ça. Et voici les résultats que je vais vous donner, ainsi que le timing. Moi, j'ai eu à faire de projets. Par exemple, il y a un projet des Turkish Airlines que j'ai travaillé sur. C'était en 2012. Et j'ai travaillé ça sur 6 mois. Sur 6 mois, on a fait atterrir le premier avion ici en République démocratique du Congo. Donc, c'est pour vous dire que lorsqu'on est transparent dans la collaboration, même la fin d'une collaboration, ça va se passer dans la plus grande facilité possible. Donc ça, ce sont de valeurs dont nous prenons généralement. Donc c'est-à-dire, il y a la justice, il y a l'équité, il y a l'honnêteté, il y a la transparence. Il y a aussi le respect. Il y a le respect, la vérité aussi. Il faut toujours dire la vérité. La vérité, même si vous vous sentez incapable, dites que je ne peux pas le faire. Ou je peux le faire, ou je peux faire recourir. Il y a aussi un vrai défi dans l'entrepreneuriat. Beaucoup, on a tendance à vouloir faire seul le travail. Hein? Moi, je peux avoir un marché, mais si je le fais seul, je n'ai pas toutes les capacités pour le faire. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va prendre du temps et vous risquez même de perdre le respect ou la confiance que vous a accordé votre partenaire dans le travail. Donc, on peut recourir à d'autres services. Si je ne sais pas le faire, je peux recourir à vous. Je dis, ah mais non, elle est très forte dans la communication, elle peut m'aider sur cet aspect de la communication du projet. Et tu peux recourir, ce n'est pas le fait de recourir à une tierce personne qui va vous arracher le marché, non. Et souvent, c'est ça la crainte, hein? Oui, c'est vrai, c'est une vraie crainte parce qu'on a vu, c'est pourquoi je parle de l'honnêteté, tu vois, je parle
l'intégrité. Oui, Voilà. oui. Je parlerai plutôt de l'intégrité parce que ça englobe un peu le tout. En fait, les problèmes, c'est lesquels? Nous avons un vrai problème, un souci aujourd'hui. Vous allez amener quelqu'un dans un projet, mais après, il va se retourner contre vous. Mais c'est pourquoi il est important avant de commencer un projet avec un partenaire extérieur, il faut bien ficeler tous les aspects du contrat. Donc, c'est-à-dire, il faut, sur le plan juridique, n'est-ce pas, comment je peux dire, il faut bien verrouiller sur le plan juridique. Et une fois que vous avez bien verrouillé les termes du contrat et que vous avez signé le contrat, vous prévoyez tout ça. Parce qu'aujourd'hui, les contrats, on prévoit. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, recourir au service de personnes qui travaillent pour moi en dehors, sauf si, par exemple, on arrivait au terme du contrat, mais généralement, on donne toujours un délai. 3 ans après ou 5 ans après, vous pouvez. Mais avant ça, non. Parce que c'est passible de poursuite. Alors, c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est aussi un problème de culture. Vous envoyez quelqu'un pour faire le travail, mais après, il tourne derrière et fait bon. Et mais si vous avez bien ficelé, il peut faire ce qu'il veut. Et c'est pourquoi même il faut choisir le partenaire avec lequel vous travaillez. Généralement, si tout s'est fait dans la plus grande transparence, parce qu'il y a une chose aussi, les partenaires, quand vous leur donnez, par exemple, vos prix, ils vont vérifier, n'est-ce pas? Oui. Ils vont vérifier. Quand vous leur dites, pardon, je vous donne un exemple. Ah tiens, pour acheter la serrure, là, et la serrure coûte sur le marché 5 $, vous leur dites 50 $. Ils ne sont pas bêtes, ils vont aller voir. Pas du tout, ils vont vérifier. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, il faut dire la vérité aux gens. Voici, ça, c'est ce que vaut le travail ou vaut les services. Et moi, mes prestations, en tant que consultant, pour mettre en œuvre, je vaux autant. Voilà. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Mais ici, vous allez voir, quelqu'un va vous mettre 50 $ dans une serrure. Mais déjà, quand vous mettez comme ça, quand on va vérifier, déjà, on ne vous prend pas au sérieux. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont gentils, ils vont aller doucement et puis c'est fini. Vous vous séparez. Et ils vont aller ailleurs. Donc, la transparence, l'intégrité est très, très importante dans l'entrepreneuriat. Et quelles sont les prestations et les services de votre entreprise? En fait, aujourd'hui, moi-même, je suis une entreprise. Oui. Mobile, hein? Exactement. Je suis une entreprise. C'est-à-dire, moi, je suis expert, je suis consultant. Oui. J'interviens dans plusieurs domaines. Et je veux vous épingler juste quelques domaines. Je fais beaucoup de choses, en fait. Donc, je fais beaucoup de choses. Je ne le fais pas parce que je le fais pour le faire, mais ce sont des choses pour lesquelles j'ai acquis de l'expérience et je peux intervenir à tout moment. En tant qu'experte. Voilà. Premièrement, par exemple, je parlerai du guide des investisseurs. OK? Pour ce qui concerne ces secteurs, je suis allé un peu plus loin. Avant, je restais ici au Congo, j'attendais que les investisseurs viennent et je travaillais avec les ambassades pour offrir mes services. Pour dire, écoutez, si vous avez... Comment je suis arrivé à développer cet aspect de choses? C'est tout simplement lorsque je constatais la difficulté que les investisseurs avaient. C'est pourquoi je vous ai parlé au début de l'observation. Oui. Il faut observer son environnement et essayer d'identifier le besoin. Et ça, c'était un vrai besoin. Les investisseurs, chaque fois, c'était les Congo, on ne peut pas y aller. Mais je vois qu'au Congo, il y a beaucoup de potentiel. C'est vrai que nous avons beaucoup de potentiel et si vraiment nous pouvions canaliser tous ces investisseurs, n'est-ce pas, vers un couloir, et je crois que nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Je donne un exemple. Lorsque je sors, je roule par exemple, quand je vois les conditions de nos routes, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a même des investissements privés dans le secteur des infrastructures? Oui. Je vais prendre juste un exemple d'un pays comme le Canada. Un jour, on était en train de rouler sur une autoroute et j'apprends que l'autoroute appartient à un privé. En fait, ce sont des pays qui sont déjà développés, mais qui aujourd'hui encouragent de plus en plus l'initiative privée. Donc, c'est-à-dire l'État n'ayant pas le moyen pour construire cette autoroute, les privés ont construit l'autoroute. Et il y a un péage sur cette route-là. Et il y a un contrat privé et public avec l'État et le privé, n'est-ce pas, un PPP. Oui. Alors, au travers lequel l'État laisse à l'initiative au privé de construire la route et de faire un droit de péage, de faire payer le droit de péage et au bout de X années,
une fois qu'il a récupéré son investissement, l'État redevient propriétaire des infrastructures. Et ça, c'est quelque chose qu'on pouvait innover ici dans ce pays. Parce qu'on a un vrai challenge concernant les infrastructures. Si l'économie n'arrive pas à se développer dans notre pays, c'est d'abord le problème d'infrastructure. Nous avons un problème d'accès, n'est-ce pas, de routes de dessert agricole pour accéder sur les sites agricoles. Si aujourd'hui l'agriculture n'est pas développée, ou bien pourquoi les produits agricoles produits sur notre propre terre coûtent cher, c'est parce que l'évacuation est très difficile. Récemment, j'ai fait un voyage, j'étais à Mwanda, à Siamfumo. Hein? Oui, la route, très bien le coin. Oui. Quand vous prenez Kinshasa jusqu'à Boma, la route est impeccable. Oui. Et quand vous arrivez à Siamfumo, s'il vous plaît, à Siamfumo, il y a un grand opérateur, Perenco, qui est là. Et j'ai vu le traçage de route en terre. Donc, juste la moitié de la route qui quitte Boma vers Mwanda, c'est en terre. Et il y a un grand opérateur pétrolier. Et j'ai appris qu'il tire à peu près par jour quelque chose comme 2000 barils de pétrole par jour. N'est-ce pas? Il tire à peu près 2000 barils de pétrole par jour. Et cette société, n'est-ce pas, a fait des traçages de routes. Mais il n'y a pas de route dans le coin. Alors qu'il y a un grand potentiel. Oui. Et c'est un coin qui donne sur l'océan Atlantique. Donc, ce qui fait que facile pour les activités commerciales, les échanges avec les autres pays. Donc, c'est pour vous dire que c'est un vrai challenge pour notre pays si on n'arrive pas, n'est-ce pas, à pouvoir faciliter les investisseurs de pouvoir développer des initiatives, par exemple dans le domaine des infrastructures, mais aussi même dans le domaine de l'éducation aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un cadre, parce qu'il y a deux choses qui permettent le développement d'un pays. Il y a d'abord le changement de mentalité, et puis il y a les infrastructures. Et si les gens arrivent à changer leur mentalité, et s'il y a des infrastructures, et vous verrez que ce pays va décoller. J'ai vu par exemple des constructions, des constructions qui se sont développées, mais quand vous arrivez, il n'y a pas d'accès. Pourquoi ne pas privatiser? Pourquoi l'État ne peut pas laisser au privé de faire des routes? Et je ne sais pas quel est cet esprit où, quand il y a des privés qui veulent faire la route, on ne veut pas donner nous de l'argent. Non, pas du tout. Il y a moyen de trouver un accord, parce que cette route-là, une fois qu'elle est arrangée, elle va profiter à tout le monde. Oui, bien sûr. N'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, actuellement, par exemple, parlons pour revenir un peu à la question que vous avez posée, donc c'est en observant l'environnement, c'est ce qui m'a poussé à développer l'assistance en matière d'accompagnement des investisseurs. Et aujourd'hui, je n'attends plus que les investisseurs viennent ici au pays, moi je vais vers eux. Donc je participe à des conférences, à des colloques, à des forums internationaux pour pouvoir rechercher les investisseurs. Parce que la plupart ne veulent plus venir, il faut aller les chercher. Quand je parle des investisseurs de vrais, ce ne sont pas les charlatans qui viennent ici, qui se font passer comme étant, alors que ce sont que des commissionnaires. Et c'est la raison pour laquelle eux-mêmes, ils bloquent. Mais si nous allons dans des grands forums, mais est-ce qu'aujourd'hui, moi, en tant qu'individu, pourrais-je arriver à dénicher tous ces besoins? Non. C'est là où il y a la nécessité au niveau du gouvernement de pouvoir organiser, n'est-ce pas, organiser les choses de façon à ce que ce soit l'État congolais qui fait ce genre de démarche. Et là, nous avons travaillé sur un projet, c'est un projet que j'avais travaillé à l'époque, que j'avais soumis d'ailleurs à la présidence pour proposition, comment arriver à mettre un cadre pour l'accompagnement des investisseurs qui viennent au pays, en attendant qu'au niveau des institutions, que les réformes aient lieu. Parce que les gens peuvent se dire, oh non, non, les institutions ne sont pas prêtes pour recevoir ce genre de services. Mais oui, il y a moyen de mettre sur pied un cadre qui permette d'orienter les investisseurs sans trop qu'ils sentent la pression, ni la pression de tracasserie au niveau local. Et cela peut être profitable au pays. Pourquoi? Parce que ça va participer à la réduction du taux de chômage. Par la création de l'activité économique, le taux de chômage va baisser, n'est-ce pas? Et puis, ça va booster la production, n'est-ce pas? Oui. Et il y aura une redistribution de revenus et l'économie tourne. Et voilà, c'est le décollage. Oui. Voilà. Ça, c'est vrai. Donc ça, c'est un aspect de choses. Ça, c'est l'investissement. Mais à part ça, je suis aussi expert dans le secteur pétrolier. Je suis expert en aval pétrolier. Voilà. Comment je suis devenu, tout en étant consultant, il y a eu un besoin d'un de mes clients qui avait besoin essentiellement de pouvoir faire une opération pétrolière. Il voulait acheter du brut pétrolier et
comme j'avais des relations à l'extérieur dans un pays africain, où il fallait aller obtenir, comment je peux dire... une licence? Non, pas une licence, il fallait obtenir, je ne sais pas comment on appelle, une allocation. Ok. Une allocation, et j'ai fait les démarches. Et à l'issue de ça, je me suis retrouvée dans ces domaines-là. Alors, contrairement à la plupart des gens, quand ils se retrouvent dans un domaine, j'ai cherché la formation. Et c'est comme ça que j'ai été formée par l'Institut français du pétrole. Donc, j'ai fait l'aval pétrolier dans tout ce qui est trading, tout ce qui est opération et tout ce qui est trade finance. C'est-à-dire le montage d'un dossier financier pour financer une opération pétrolière. Donc, je suis plus dans l'aval pétrolier. Voilà, ça c'est une des choses que je fais. Et il y a autre chose que je fais, par exemple, c'est la gestion de projet. Voilà. Donc, c'est-à-dire, je travaille aussi comment je peux dire, dans l'évaluation de projet. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une idée que vous voulez développer. Alors, nous prenons cette idée, nous la développons, nous mettons sur pied le programme et nous arrivons effectivement à matérialiser votre idée, qui était qu'une idée, parce qu'il y a des gens, par exemple, j'ai travaillé dans un projet où c'était un projet dans un tiroir, dans le secteur de l'énergie, n'est-ce pas? Et ce projet a fait que je puisse acquérir encore des connaissances dans le secteur de l'énergie. Donc, en fait, tout part de besoin. C'est-à-dire, mon travail aujourd'hui, j'observe. Je fais une observation de l'environnement. Dès qu'il y a un besoin, et sur base de besoin, on essaye de créer. Alors, comment se passe la journée type au sein de votre entreprise? Oui. Au sein de l'entreprise que je suis. Bien sûr. Que vous dirigez. Je suis. Oui. Je suis une entreprise. Oui. C'est-à-dire, c'est ce que je suis en train de faire comprendre aux gens, que pour entreprendre, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir un bureau. Oui, mais il faut aussi avoir une équipe, vous l'avez dit tout à l'heure. Pas nécessairement. On peut avoir une équipe sans... Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a le télétravail qu'il y a. Oui, bien sûr, grâce au confinement. Pas seulement le confinement. Oui, au Congo, on a appris grâce au Congo, ça s'est développé avec les confinements. Mais ailleurs, ce n'était pas le cas. Oui, bien sûr. Ailleurs, c'était déjà une culture qui était développée. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, travailler, être un entrepreneur ne veut pas dire seulement avoir un bureau, avoir une voiture, avoir... Non, pas du tout. D'accord. Vous êtes donc une entreprise mobile, on l'a dit tout à l'heure. Non, je ne suis pas une entreprise. Vous êtes dans un cadre qui est notre lieu de travail. Mais je suis plutôt en train d'encourager à certaines personnes qui ont ces complexes d'entreprendre et qui conditionnent, qui ralentissent le processus d'entrepreneuriat par l'acquisition de certains préalables matériels. C'est là où je voulais corriger. Donc, c'est-à-dire on doit se considérer soi-même comme étant une entreprise. Aujourd'hui, à l'ère du 21e siècle, avec la poussée et la pression de la mondialisation, c'est-à-dire on devient une entreprise. Et si pas une entreprise mobile, ambulante, c'est-à-dire quoi? Ce qui est important, ce n'est pas le cadre dans lequel vous travaillez, c'est plutôt les résultats que vous donnez. Parce que dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, dans le télétravail, c'est plus les résultats qui comptent. Ce n'est plus le nombre d'heures qu'on passe. Ah non. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus rémunéré parce que vous avez passé 8 heures au travail. Vous êtes rémunéré par rapport aux résultats. Donc, quelque part, ça intéresse un peu les entreprises. Pourquoi? Parce que ça leur permet de payer essentiellement la performance. Vous comprenez? Donc, alors, pour ce qui me concerne personnellement en tant qu'entreprise que je suis, bien sûr, je commence toujours par la prière. Quand je me réveille, la première chose, j'ai toujours culte matinal. Donc je prie le matin, on met pendant 1 heure, nous faisons la prière. C'est pour dédier sa journée à Dieu parce que je suis parmi les entrepreneurs qui tirent leur force. Ça, c'est pour répondre à la question du début. Je tire ma force dans la divinité céleste, c'est-à-dire de Dieu. C'est de là que viennent toute intelligence, toute sagesse, toute force et tout courage qui me permet de commencer la journée. Donc je commence par là, je fais la prière. Quand je finis la prière, la première chose, c'est que je me prépare. C'est vrai que le matin, il y a des coups de fil, j'appelle de proches, de personnes qui me sont très utiles, qui sont très importantes dans ma vie. C'est important de vérifier. Quand on se réveille, il faut toujours appeler les gens qui vous sont proches. Et une fois que j'ai fait ce check d'appel, s'ils ne sont pas avec moi, alors je vais m'apprêter. Et dès que je m'apprête, donc je peux commencer à la maison. Je peux commencer chez moi parce qu'il y a des fois, je travaille à la maison. Donc je regarde, j'ouvre ma boîte email, je regarde si je n'ai pas reçu de mail.
Je regarde aussi, deuxièmement, si je n'ai pas reçu de message, parce qu'aujourd'hui, le WhatsApp est devenu un outil de travail. Donc, il y a le WhatsApp Business, donc je regarde si je n'ai pas reçu de message. Cela me permet, n'est-ce pas, de pouvoir retracer le programme de la journée, de voir quelles sont les priorités, tout en sachant que la veille, j'avais un programme qui était clôturé avec des suspens ou des choses qui n'étaient pas faites, où j'avais programmé des rendez-vous pour aujourd'hui. Donc, je récupère, je reporte mon programme d'hier où il y avait des suspens, des ouvertures non fermées. Je ramène ça aujourd'hui et je prends les nouvelles données de la journée et je complète dans mon carnet. Aujourd'hui, le téléphone est devenu notre bureau, mini-bureau ambulant. Donc, je prends, dès que j'ai mon programme, en ce moment-là, et je démarre la journée. Ça, c'est intéressant. Si ça demande que je reste, que je travaille au bureau, je travaille au bureau. Si ça demande que je sortirai pour des rendez-vous et tout ça. Et voilà. Et une fois que j'ai terminé, je reviens. Et dès que je reviens, si c'est un jour de culte, alors je porte ma casquette de pasteur et je me présente à l'église pour faire le travail de Dieu. Voilà. Et dès que j'ai terminé, je rentre chez moi, je mange et je reste avec les enfants, on discute au prix, on regarde la télé et puis voilà. Et c'est un tout petit peu ça que je... C'est un peu la routine. Hein, c'est la routine. C'est la routine, mais avec un peu de créativité de temps en temps. Il faut toujours qu'il y ait un peu de fantaisie pour diversifier. C'est ce qui embellit la vie, voilà, en fait. Absolument. Hein. Voilà. Le fantaisie embellit, c'est comme les belles parures que vous avez. Merci. Ça redonne un peu de l'éclat. Pas autant que vous d'ailleurs. C'est vrai que, madame, aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'esprit d'entreprise, des femmes qui est encouragée. Quels sont, d'après vous, les avantages d'être une femme entrepreneur? Voilà. Être une femme entrepreneur, ça vous donne d'abord une certaine indépendance. Mais aujourd'hui, on remarque très bien que l'entrepreneuriat pousse les femmes à un certain libertinage. Donc, c'est-à-dire, l'entrepreneuriat ne vous exempte pas de vos devoirs en tant que femme. Ça a un avantage de diminuer la pression financière, parce que je peux vous garantir que les finances, c'est vraiment une grande pression. C'est-à-dire, ça vous permet premièrement. Deuxièmement, ça vous permet de vous épanouir. Parce que le travail épanouit l'homme. Et une personne qui n'est pas épanouie devient aigrie, en fait. Donc, ce qui fait que votre épanouissement va aussi influencer positivement votre entourage. Et la troisième chose que je pourrais dire, à part l'épanouissement personnel, ça vous donne des ouvertures à l'extérieur. Quelqu'un qui fait l'entrepreneuriat, qui entreprend nécessairement, entre en collaboration. Donc, et puis, ça vous fait entrer dans un monde d'apprentissage, où vous apprenez de nouvelles choses. C'est vrai qu'il y a eu des gens qui font l'entrepreneuriat, mais qui ont mal fini. C'est-à-dire, c'est pourquoi, dans l'entrepreneuriat, il faut toujours y aller avec un œil critique. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas embrasser n'importe quel business. Il y a des business qui sont illégaux, qu'il ne faut pas mettre sa tête. Au prix, même s'il faut gagner de millions, mais il ne faut pas. Si c'est une affaire qui est interdite par la loi, il ne faut pas le faire. Donc voilà un peu... Donc ce sont d'ailleurs les erreurs à éviter lorsqu'on entreprend. C'est ça les erreurs à éviter dans quand on est l'entrepreneuriat. beaucoup plus une femme. Les hommes, ils osent, mais les femmes doivent vraiment beaucoup réfléchir avant d'embrasser tel ou tel business. C'est vrai que vous l'aviez vous-même dit tout à l'heure, vous avez un très très long parcours. Après avoir travaillé pour les autres, vous vous arrêtez, vous vous dites non, je vais maintenant travailler pour mon propre compte. Mais je continue à travailler pour les autres. Aussi, même oui, lorsque vous travaillez... Partiellement, en dilettante, disons ça comme ça. Ça, c'est une erreur. Au contraire, vous travaillez plus pour les autres. Ah oui. En fait, lorsque les gens disent que non, je travaille pour moi-même, non, vous ne travaillez pas pour vous-même. Dans le sens où vous avez signé un contrat, c'est-à-dire que vous étiez employé. Non. La seule chose qui vous différencie, même en tant qu'entrepreneur, nous avons des contrats avec les partenaires extérieurs. Mais ce n'est plus comme avant, vous le reconnaissez quand même. Oui, ce n'est plus comme avant, c'est encore une grande responsabilité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on travaille en tant que chef d'entreprise, c'est-à-dire votre propre entreprise que vous avez créée, il y a le risque augmente de plus en plus. Parce que quand on est travailleur, c'est l'entrepreneur qui a le risque. Ça, c'est certain. Mais maintenant, c'est vous.
Et il y a aussi quelque chose que vous devez savoir, que le start-up, lorsque vous commencez, ce n'est pas évident de commencer à générer tout de suite de bénéfices, de revenus. Donc parfois, ça prend du temps. Mais il y a des business où, par grâce, vous pouvez aussitôt vous commencer et puis ça vous propulse. Mais il y a de business, ça vous demande vraiment du temps. Il faut dans la durée pour arriver. Donc, c'est-à-dire, c'est surtout dans le domaine des consultants, ce n'est pas tout le temps que vous avez le marché. Vous pouvez aussi y rester pendant longtemps, vous pouvez tomber sur un bon projet qui vous prend 1 an, 2 ans. Là, par exemple, je suis sur un projet que je suis en train de clôturer. C'est un projet qui a pris, ça va faire 1 an maintenant. Donc, ça a pris 1 an, c'est bon. Mais maintenant, il faut préparer pour entrer dans un autre projet. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas évident, parce que là, c'est vous qui avez la pression. Vous avez des employés que vous devez payer, si pas des employés, des consultants que vous devez payer. Donc, ça fait une vraie pression. Et c'est-à-dire, vous devez savoir que si vous ne vous levez pas, personne d'autre ne fera ce travail pour vous. Donc, c'est-à-dire, ça vous réveille. Ce n'est pas aussi facile. Et qu'est-ce que l'entrepreneuriat a apporté dans votre vie? C'est ce que je vous ai décrit tantôt, là. Ça m'a rendue indépendante. Ça m'a permis de découvrir d'autres secteurs. Parce qu'au fait, lorsque je travaillais, par exemple, à la banque, j'ai travaillé pour la banque et j'ai géré je m'occupais de finances de banque. Donc, c'est-à-dire, j'étais un peu, comment je peux dire, c'est vrai que on était en connexion avec les autres entreprises, mais pas autant dans la profondeur. Mais depuis que je suis devenue indépendante, ça m'a permis de beaucoup apprendre. Par exemple, dans le secteur pétrolier, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de l'aviation. C'est-à-dire, ça m'a permis d'avoir une ouverture, une vue globale sur l'environnement et sur l'activité économique. Une dernière question avant de mettre un terme à l'émission de ce soir. Aujourd'hui, vous l'avez sans doute remarqué comme nous, il y a beaucoup de femmes qui font de la politique. Elles peuvent commencer une carrière comme journalisme et finir dans la politique. Elles peuvent commencer par être avocate et finir dans la politique. Avez-vous par hasard des ambitions politiques comme elles? Est-ce que vous aspirez un jour finir par là vous aussi? Je n'ai pas des ambitions politiques, mais j'ai une vocation. Ah, oui, ça c'est différent. Voilà. Donc, c'est-à-dire, la politique pour moi, ce n'est pas une ambition, mais c'est une vocation. Parce que la politique en soi, la politique veut dire c'est la gestion de la cité. Donc, c'est-à-dire, la politique, c'est une vocation. Pourquoi? Parce que je suis l'une des personnes que Dieu a choisies dans ces pays pour travailler de façon à transformer les ressources que possède notre pays en richesse et en faire une meilleure redistribution. C'est ça la politique. La politique, ce n'est pas ce qui s'est fait actuellement. Où il y a le mensonge, on cherche pour nommer les gens, il faut tenir compte de leur origine, comment on appelle, géostratégique, il faut tenir compte de province, de ceci. Non. La politique, ce n'est pas parce que quelqu'un a fait un parti politique. C'est vrai que c'est un cadre qu'on a défini, que le monde a défini pour pouvoir accéder à des fonctions au pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut vous organiser. Mais en réalité, la vraie politique, c'est la gestion de la cité. C'est pourquoi il faudrait, même au niveau de la gestion du pays, qu'il y ait des hommes intègres. Il faut qu'il y ait des hommes intègres, des hommes qui ont l'expérience, qui ont l'expertise pour sortir. Pour moi, le gouvernement ne devait pas être constitué de politique. Quand je dis politique, politique telle que c'est défini au pays, ça doit être confié à des personnes qui ont des techniciens, de gens qui sont capables de transformer les ressources que possède notre pays, et ceux qui veulent faire la politique, n'est-ce pas, politique politicienne, d'aller au Parlement pour voter des lois, édicter des lois, tout ça, mais qu'on laisse le gouvernement à des techniciens, parce qu'on a besoin aujourd'hui des techniciens pour relever le niveau de vie du pays. Si quelqu'un ne comprend pas ce qu'il faut faire pour pouvoir transformer les richesses que nous avons, et bien aimé, je peux vous dire, cette personne, le pays ne pourra pas aller de l'avant. Il nous faut des techniciens. Laissons la politique politicienne au Parlement, au Sénat, allez-y, palabrer, discuter. Mais pour relancer l'économie du pays, il nous faut des experts, il nous faut des techniciens, il nous faut des hommes intègres qui peuvent mettre sur pied des politiques et de stratégies pour pouvoir développer ces pays. Ça,
C'est mon point de vue. Donc, j'ai une vocation politique. Nous en reparlerons. Merci. Ça a été très enrichissant en tout cas, cet entretien. Merci à vous, Madame Daniels, de nous avoir accordé du temps afin justement de connaître le rouage de l'entrepreneuriat féminin. Également, merci de nous avoir fait part de votre parcours professionnel. Merci. Mesdames, Messieurs, nous allons, avant de mettre un terme à l'émission de ce soir, vous proposer la rubrique Clin d'œil. Regardez. Voici pour vous l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Ngozi Okonjo est la nouvelle patronne de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. La Nigériane rejoint ainsi le cercle encore restreint des femmes à la tête d'institutions internationales. Historique sans doute à plus d'un titre, parce qu'à 66 ans, Ngozi ne devient non seulement la première femme à diriger l'OMC, mais aussi la première africaine. Elle est entrée dans l'histoire au Nigeria en étant la première femme à occuper les fonctions de ministre des Affaires étrangères et ministre des Finances à 2 reprises. La décision de sa désignation avait été prise par consensus le 16 février 2020 dernier lors d'une réunion. Sa prise de fonction a eu lieu le 1er mars 2021 dernier avec un mandat renouvelable qui expirera le 31 août 2025 prochain. Le Honduras vient de durcir un peu plus encore sa loi interdisant l'avortement. Pour les associations de défense des droits des femmes, l'article 67, adopté fin janvier 2021, des milliers de femmes sont hospitalisées chaque année suite à des avortements clandestins effectués dans des mauvaises conditions sanitaires. Parmi elles, des très jeunes filles entre 10 et 14 ans. Ce bouclier contre l'avortement au Honduras avait été présenté le 11 janvier 2021 dernier par Mario Pérez, un député du Parti Nation au pouvoir. Le Honduras est l'un des rares pays au monde à interdire l'avortement, y compris le viol ou l'inceste, la malformation grave du fœtus ou quand la vie ou la santé de la mère sont menacées. Entre valorisation de la culture des pays et mise en avant des sujets encore considérés comme tabous par la société, Maîtresse d'un homme marié est la série qui cartonne dans toute l'Afrique francophone et bien au-delà et pas seulement auprès du public féminin. Cette fiction, réalisée par la Sénégalaise Calista Sai, s'impose comme un vecteur de libération pour les femmes. Cette série met en scène 5 jeunes femmes, indépendantes et urbaines, dans la société sénégalaise actuelle. L'une entretient une relation avec un homme marié, tandis qu'une autre subit la violence d'un homme alcoolique. Viol, santé mentale et mariage forcé y sont également abordés. Maîtresse d'un homme marié, une série sénégalaise où les femmes dirigent l'action, connaît un succès retentissant au Sénégal et dans l'Afrique de l'Ouest francophone, tout en suscitant l'ire des associations religieuses conservatrices. Ce sera tout pour l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Parole des femmes, c'est terminé pour ce soir. Tout le plaisir a été pour nous de vous l'avoir proposé, présenté. Et ce sera avec le même et le réel plaisir que nous vous retrouverons la semaine prochaine.